Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver. Bertrand! Oui. Bertrand, c'est un moment... Bertrand Dumont? Oui. C'est un moment magique aujourd'hui. C'est notre 50e balado. Oui. C'est fou! Donc, si vous n'avez pas entendu, c'est votre premier balado, vous avez 49 autres à écouter. Tout un contrat. C'est un contrat. Formidable. Voilà. Alors, Bertrand, les connaissances, c'est un puits sans fond. C'est infini. Oui. OK? Et des amendements. Là, on ne parlera pas d'une émission politique, Non. mais un amendement à la terre, ça se fait, puis c'est intéressant. Oui. Un amendement, ben, c'est d'ailleurs un amendement à la... On a commencé par les amendements à la terre et après ça, on les a fait aux lois. Tiens donc, hein? Donc, ce balado-là, aujourd'hui, c'est en complémentarité des deux balados, nourrir la plante ou prendre soin de son sol pour nourrir la plante et la fertilisation. Et oui, c'est assez simple. Donc, il y a des éléments qui vont se recouper, mais si vous écoutez les trois, là, vous allez avoir une bonne idée de comment travailler votre sol au printemps. Mais donc, tu vas plus à fond. Oui, tu vas plus à fond. Puis les amendements, c'est fondamental. Puis quand tu comprends, tu es capable de te faire une terre que tu peux adapter à tes plantes et que tu peux avoir... Question de qualité, là. Tu l'as fait toi-même. On pense même que les amendements ont commencé à la préhistoire. À la préhistoire. Oui. Amender les sols. En fin de compte, c'est les améliorer. C'est ça. Bon. Alors, un amendement, mon cher ami. Oui. Allons-y, scientifiquement, définition. Définition. C'est un produit qui permet d'améliorer les propriétés physiques, donc on parle de la structure et la texture, les propriétés chimiques, donc des apports d'éléments nutritifs, et les propriétés biologiques du sol, donc une présence et une bonne santé de la rhizosphère, afin de produire à long terme une quantité optimum et en qualité des végétaux sains et résistants aux parasites. Donc, c'est une grosse commande. Fait que ça favorise des choses. Oui. La vie globale du sol et ça favorise aussi la bonne santé de la rhizosphère. Rappelle-nous. La rhizosphère, qui est cette petite partie de 15 à 20 cm et qui comprend énormément de micro-organismes, de macrofaune, de microfaune, de macroflore et de microflore. OK, donc, toutes les bactéries, les champignons, les colamboles, les limaces, on en a parlé dans un balado précédent. Controversé, les fameux vers de terre. Donc, tout est dans cette partie-là on parle très fertile. La partie la plus vivante du sol, en fait, exact. Avec laquelle on traverse. C'est pour ça que se mettre les mains dans la terre, ça nous apporte de l'énergie. Oui. C'est vivant. C'est beau. Alors, bon, en quoi est-ce que c'est différent d'un engrais? Tu sais, si on parle d'un amendement, en quoi c'est différent d'un engrais? C'est différent d'un engrais. Donc, un engrais, c'est un produit chimique d'origine naturelle ou de synthèse qui nourrit la plante. Hein, on vient avec le balado précédent. Ça a un effet positif à court terme, l'engrais. Alors que les engrais de synthèse, eux, c'est à long terme. Puis ils peuvent aussi modifier les propriétés chimiques et biologiques du sol, mais de manière négative à long terme. Des sols qui vont mourir. C'est ça. Et ceux qui sont d'origine naturelle, ils sont moins dommageables sur le sol, mais leur effet est plus lent. Donc, les engrais d'origine naturelle. Mais les engrais, c'est vraiment nourrir la plante, alors que les amendements, c'est nourrir le sol pour nourrir la plante. Voilà qui est clair. Hein? Bon, alors, amendement et engrais de synthèse, est-ce que c'est facile à travailler? À faire la différence, l'amendement et l'engrais de synthèse, c'est facile de faire la différence là, entre un amendement et l'engrais de synthèse.
On le voit, là, c'est la manière dont c'est présenté, c'est assez évident. Maintenant, entre un amendement et un engrais naturel, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans les engrais naturels, il va y avoir de la matière organique. Okay? Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, et un certain nombre d'éléments. Par exemple, dans l'engrais à base de fumier de poule, ben, on a des apports d'éléments nutritifs et de la matière organique. Donc, on est à la fois un petit peu un engrais puis un petit peu un amendement. Okay? On a les deux éléments qui rentrent en ligne de compte et donc, ça, c'est plus difficile. Dans les algues, c'est pareil. Les algues fraîches sont vendues comme un engrais, mais on a un apport d'éléments nutritifs, mais aussi, on a de la matière organique. Et en plus de ça, dans le cas des algues fraîches, c'est encore un biostimulant parce qu'on a des effets bénéfiques sur la rhizosphère. Donc, c'est plus compliqué, là. C'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus naturel, puis ça fait un travail beaucoup plus complet. Oui. Puis Bertrand, entre parenthèses, on parle toujours de légumes ici, oui. De légumes, de fruits, mais même pour les plantes d'intérieur, les engrais d'algues fraîches, je n'ai jamais obtenu d'aussi beaux résultats. Ben oui. Ça se met même en dedans. Ah oui, tu m'as convaincu. Voilà. Ah oui, moi qui étais sceptique, mais j'étais convaincu. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais oui, c'est toi qui as commencé ça il y a longtemps. Mais oui, mais c'est formidable. Oui. Puis les types d'amendements, là, pour essayer de s'y retrouver. Alors, on a 3 grands types d'amendements. Normalement, on en dit toujours 2, mais là, maintenant, moi, j'en mets 3. Les amendements organiques. OK? Donc, c'est le compost, les fumiers compostés. Les amendements hybrides, ce que j'appelle. Le biochar et la cendre de bois, qui sont des matières organiques, donc, mais qui sont brûlées. Donc, elles ne sont pas transformées, elles ne sont pas décomposées comme dans le fumier. Il y a une intervention humaine. Il y a une intervention plus humaine là-dedans. Elles ont été brûlées, la biochar par pyrolyse, la cendre de bois par brûlure. Et on a après ça les amendements minéraux, la chaux, le gypse et le soufre. Donc, ça, c'est 3 qui sont obtenus finalement. C'est de la pierre qu'on va broyer très, très, très finement pour obtenir un résultat. On en a 2 autres là, dont on parle moins. On en a beaucoup parlé à une époque. C'est la tourbe de sphène et le sable. Chacun s'utilise dans des conditions très particulières. C'est des amendements, oui, mais c'est des amendements de manière très, très particulière. Mais en somme, c'est un peu stérile. Si tu parles de sable et de mousse, oui, c'est moins riche. C'est ça, c'est moins riche. Il y a moins d'éléments et c'est plus compliqué à utiliser. On devrait les utiliser. Donc, ils ont tous des effets sur les propriétés du sol, chacun à leur manière. Okay? Donc, ils vont modifier les propriétés physique, chimique et biologique du sol. Ça, c'est la première leçon de biologie du sol que j'ai appris, chimique, propriétés physiques, chimiques et biologiques. Ça, c'est la première chose que tu as. Bon, alors là, tu refiles vraiment de l'information qui monte, mais qui est encore... Mais tu allais même avant. Bertrand, c'est quoi les impacts positifs de l'utilisation des amendements sur les propriétés, justement, physiques du sol? Alors, ça va jouer sur la formation des agrégats de bonne dimension. Okay? Donc, si vous prenez... vous avez une terre argileuse ou une terre sablonneuse, vous y mettez de la matière organique d'un amendement, ben là, la structure va être changée. Dans le cas du sable, elle va être agrégée, puis dans le cas de l'argile, elle va être désagrégée. Donc, elle va se défaire. Elle va faire des agrégats plus gros. D'accord. Ça divise les particules donc, dans les sols argileux, ça agglomère celles du sol sablonneux. Et donc, ce que ça permet un voyage plus optimal de l'eau et de l'air. Parce que les plantes ont besoin d'air, même aux racines. Si vous prenez un sol sablonneux, l'eau ne va pas rester, elle va couler rapidement. Et si vous prenez un sol argileux, ben, les racines ne peuvent pas aller, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est vraiment là, le gros truc. Et le sol peut être plus perméable ou avoir une meilleure rétention d'eau. Hein. Donc, ça dépend toujours de où on part, si c'est argileux ou sablonneux. Donc, un sol plus argileux avec de la matière organique, on va mettre plus perméable. Et encore là, avec les sols sablonneux, ça va être une meilleure rétention d'eau. Et ça, suivant les plantes que l'on veut consommer, les besoins de la plante, en fait. Ouais. Alors, on a parlé physique, tu viens nous expliquer ça maintenant. L'impact d'un amendement sur les propriétés chimiques du sol. Hein? Alors, on y va systématique. Là, il faut séparer les amendements organiques des amendements minéraux. Je ne ferai pas de séparation pour les hybrides, là, mais on les mettra dans les organiques pour l'instant. Donc, apport d'éléments minéraux qui sont très variables. Hein. Chaque type de compost va avoir un petit peu ses éléments minéraux. Mm-hmm. En général, c'est azote, phosphore et potasse. Mais c'est ça qu'on va retrouver dans les éléments de synthèse. Mais ce qu'on va retrouver dans les amendements, c'est aussi du calcium, du magnésium et du soufre, ce qu'on appelle les macronutriments, qui sont très importants. On focus beaucoup sur le fameux NPK, l'azote, phosphore et potasse, mais le calcium, le magnésium et le soufre sont aussi très importants. Et aussi les micronutriments ou les oligo-éléments, le chlore,
le fer, le cuivre, le manganèse, le bore, le molybdène, le zinc et le cobalt. Alors bien sûr, on parle de très, très infimes quantités parce que le cobalt, ça peut être dangereux, Oui. mais on parle de très infimes quantités. Mais le corps humain en a besoin. Oui. Alors, si on cultive et on retrouve tout ça, c'est que la plante va en avoir. C'est bon pour... Et ces micro- et macronutriments, ce qu'ils Oui. vont faire, souvent, ils vont permettre l'utilisation par la plante de l'azote, du phosphore et de la potasse. S'ils ne sont pas présents, il y a moins d'assimilation. Voilà, Donc, c'est un autre point. un autre point. Oui. Et la particularité des amendements organiques, c'est qu'ils stabilisent le pH entre 6,5 et 7,5. Quel que soit le type, on se rend compte que ça tourne de 7, là, si entre 6,5 et 7,5. Donc, ça stabilise le pH à un pH moyen neutre. Tant qu'aux amendements minéraux, OK, eux, ils modifient le pH. On pense à chaud, on Oui. pense à gip au soufre. Ils apportent aussi un peu d'éléments nutritifs au sol, mais beaucoup moins que dans d'autres cas. Mais il y en a quelques-uns parce que quand vous amenez de la chaux, il y a du calcium, donc c'est un macroélément qu'on apporte. Fait qu'on voit que tout ça, c'est une mixture beaucoup Oui. plus complète que tout ce qu'on peut préparer en laboratoire et synthétiser. Voilà. Bon. Maintenant, allons-y. Logique, l'impact positif des amendements sur la biologie du sol, parce que tu l'as mentionné tantôt. Oui. Donc, les amendements organiques vont favoriser la vie de la rhizosphère, on l'a déjà dit, mais c'est très, très important. C'est vraiment les amendements organiques. Ça va améliorer l'absorption des éléments minéraux par la plante. Donc, les macroéléments vont aider ça. Et les amendements minéraux, eux, vont aussi influencer sur la vie de la rhizosphère. Une rhizosphère qui est, mettons, trop acide ou qui est trop basique, ça marche pas. On a une rhizosphère qui est moins vivante parce que tout ce qui est dans la rhizosphère est un peu spécialisé et donc il va y en avoir, mais elle va être moins vivante. Donc, c'est des grosses différences. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les amendements organiques? Alors, les amendements organiques, c'est de l'humus du sol, c'est de la décomposition des matières vivantes. C'est bien important, décomposition des matières vivantes. C'est pourquoi je mets le biochar et les cendres de bois à part parce que ce n'est pas une décomposition. Donc, vous avez le compost maison, oui. Résidus de cuisine et de jardin, les composts municipaux, les feuilles récoltées à l'automne, les résidus de taille, les fumiers compostés, donc les déjections de bovins, de moutons, de poulets. Et tout ça, on trouve ça en magasin. Oui, les composts de résidus de la mer, avec des poissons, du crabe ou des crustacés. Des substrats de champignons aussi, ça se vend. Et ça, quand tu dis substrat, c'est la terre dans laquelle on cultive les champignons. On en trouve de temps en temps. Donc, c'est de la paille, du foin, du gibbe, du fumier de poulet, de cheval, des épis de maïs, de la farine de soja. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. C'est assez riche. Et puis, vous avez les composts vendus commercialement, qui sont des produits compostés, souvent avec plus de tourbe, de sphène et de la chaux aussi. Parfois donc, de la chaux. Un peu plus travaillé. Donc, votre compost maison, il est vraiment brut, là. Le compost municipaux, souvent, ils sont très bruts. Les fumiers compostés, là, il faut aller les chercher directement chez le producteur de fumier. Donc, dans les fermes. Tu te fies à l'odeur. Les composts de résidus de la mer, c'est la même chose, mais après ça, ils sont modifiés pour être vendus commercialement. Puis c'est ça, quand tu parles de tourbe, quand ils ajoutent ça dedans, puis la chose, c'est que ça s'équilibre là, pour le pH. C'est ça équilibre le pH. Ils essaient, mais en c'est tout pas cas. ça qui va équilibrer le pH. C'est le compost qui va équilibrer le pH, OK? Et donc, moins il y a de tourbe de sphène dans votre sac, plus vous avez de matière organique en décomposition, même si la tourbe de sphène est une matière organique en décomposition, mais elle est très, 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 très stable et donc un petit peu moins intéressante. Puis dis-nous donc, la différence entre le compost et les fumiers, justement, les fumiers qui sont compostés. À part l'origine de la matière à composter, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, il n'y a pas vraiment de différence. Seulement, la différence va être si les fumiers qu'on emploie sont très peu compostés. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont... Ça, c'est moins bon? Cheval. Oui, ça, c'est moins bon. Ça s'utilise d'une autre manière et s'ils ne sont pas compostés. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans sa première phase, le compost, dans sa première phase, va utiliser de l'azote. Il va prendre de l'azote, ce qu'on appelle une fin d'azote. Il va prendre de l'azote. C'est cette odeur de soufre que vous sentez. C'est ça que ça va faire. Puis quand il va partir cette décomposition-là, après ça, il va rejeter son azote. Mais au départ, il va avoir une fin d'azote. Donc, il faut savoir l'utiliser. OK. Puis il faut que ce soit plutôt composté que moins. Oui, plutôt composté que moins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse.
La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Mère-Poule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Mère-Poule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Un petit clin d'œil maintenant. Oui. Parce qu'on a fait l'expérience ici il y a plusieurs années, puis il y a des gens qui s'intéressent à ça, le vermicompost. Oui. On l'a fabriqué ici. Oui. Puis il y en a qui... Bon, alors tu dis quoi là-dessus? Mais c'est pas, le vermicompost, c'est pas une sorte de compost. C'est une sorte de... En fin de compte, c'est du compost obtenu par l'utilisation des vers. Uh-huh. OK? Donc, c'est pas la source du compost qui change la manière de le faire. Okay? C'est-à-dire que c'est les vers qui travaillent. C'est très efficace, c'est les vers qui travaillent, ouais. mais on part avec des résidus de maison, on part avec toutes sortes de choses. C'est pas la source de ce qu'on utilise, comme je parlais tout à l'heure, mais c'est bien la méthode qui change. La méthode. Okay? Parce qu'il y a plusieurs sortes de méthodes de compost, et ça forme un compost particulier, là, le vermicompost très fin, oui. qui est assez spécial, qui est très efficace, mais c'est pas une sorte de compost dans le sens où les intrants, ce qu'on appelle, sont des intrants normaux du compost de matière en décomposition. C'est juste la méthode qui change. La méthode qui change. OK. Et l'utilité, tu as parlé tantôt de cendres de bois franc, par exemple. Oui. Ben, ça apporte une bonne quantité de calcium, et puis un peu de potassium, de phosphore et des oligo-éléments. C'est un grand pouvoir alcalinisant, donc si vous avez un sol qui est très acide, vous y mettez des cendres, vous allez pouvoir le faire. Sauf qu'il faut savoir que quand vous mettez de la cendre, l'effet est très rapide. Au bout de quelques mois, si vous faites un test de pH, votre pH, il va avoir remonté, OK? Mais dans très courte durée. En un an et demi après, ça n'a plus d'effet. Il n'y en a plus. Donc, ça a très courte durée. Bon, alors, sous question... Il y a des appareils pour mesurer, qu'on peut, nous, oui. comme jardiniers, se procurer oui. pour mesurer le pH. Oui. Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine? Non. C'est pas très cher, mais ça vaut pas la peine? Non, moi, j'ai jamais calculé le pH dans un potager ordinaire. Là. C'est sûr que quand tu es professionnel, tu as un pH mètre parce que tu en as besoin. Là. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent te dire le pH. On y reviendra un jour. Okay. Il y a plusieurs éléments qui peuvent te donner de l'indication sur le pH. Donc, mais c'est quoi? C'est des mauvaises... La présence de certaines herbes indésirables... certaines chloroses, de mémoire la prêle, par exemple, des choses comme ça. Okay. Il y a certaines plantes, ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Là, on fera un balado là-dessus à un moment donné. Oui, excellent. Mais effectivement, il y a une manière de le trouver. Autrement que par des appareils. Puis tu nous parlais tantôt du fameux biochar, un produit solide. Poreux et riche en carbone. Donc, en fin de compte, ça ressemble à du charbon de bois. Sauf qu'il est obtenu par le chauffage à très haute température. On appelle ça même la pyrolyse. Donc, on utilise du bois, de la paille et tout ça qu'on va brûler à très, très haute température, 500-600 degrés. Là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner des morceaux de bois avec beaucoup de trous dedans. Beaucoup de trous. Trous dedans. Mm-hmm. Donc, d'abord, ça va améliorer le pH du sol parce que c'est une cendre au départ. Elle va permettre la rétention de l'eau parce que c'est poreux, donc ça va retenir beaucoup l'eau. Ça va stimuler la vie microbienne du sol et surtout, ça va créer des petits trous partout où les bactéries puis tous les micro-organismes du sol vont aller se réfugier puis se protéger. Et ça retient aussi les substances nutritives. Okay? Je ne rentrerai pas dans le détail, là, parce que c'est toutes des histoires d'anions et de cations, là, des plus, des moins. Oui, bon. On va passer parce qu'on en aurait j'ai passé 2 ans là-dessus. Puis sans illustration, peut-être que c'est très, très compliqué. Mais on dit biochar, c'est pourquoi chaleur? Charbon, OK, biochar. OK, parfait, c'est ça l'idée, qu'on va s'en souvenir. Là. Charbon biologique. Et puis, comment on fait avec excuse-moi pour le biochar. Le biochar, c'est une très, très vieille... c'est les Aztèques, ou je pense les Mayas ou les Aztèques, là. Mais les peuples, les Amérindiens de Centramérique et du Sud qui utilisaient le biochar depuis très, très longtemps. Là. On redécouvre le biochar qui est un vieux truc. Là, OK, donc c'est pas un lancement, puis bon, la grosse affaire. Non, on connaît déjà au champagne. Comment ça marche, le biochar. Donc, c'est efficace. C'est ça. Donc, tu nous parles maintenant de la chaux dolomitique. La chaux dolomitique, donc, c'est de la pierre concassée.
plus ou moins traités, là, il y a plus ou moins les traitements. Mais grosso modo, ça augmente le pH de quelques dixièmes de points par an. La chaux dolomitique, ça va prendre beaucoup de temps à faire effet, mais sur un très long temps. Okay? C'est-à-dire que donc ça fonctionne ça pendant... fonctionne, oui. mais ça fonctionne très, très lentement. Okay? Ça va favoriser l'absorption des éléments nutritifs par la plante, notamment à cause du calcium, parce que le calcium est très important dans l'absorption l'absorption, parce que le calcium, c'est un des rares anions plus. Et donc, il y en a beaucoup de moins. Donc, ça prend des plus pour faire des moins, là, pour que les moins s'accrochent au plus. Là. Oui, oui. Et ça améliore donc la structure du sol, puis ça maintient ou intensifie l'activité microbienne. Donc, okay? la chaux dolomitique, c'est un bon ajout. C'est un bon ajout si on en a besoin. OK. Et le gypse? Alors, le gypse est riche en calcium et en soufre. Mais les gens se servent de ça. Ça, on entend moins. Oui, beaucoup? Oui. Bon, non, on l'utilise moins. Ça va faciliter l'agrégation des particules du sol. Ça va activer la vie microbienne du sol. Ça va améliorer l'utilisation des éléments nutritifs par la plante. Puis ça va accroître la résistance de la plante et favoriser le développement des racines. Mais ça coûte cher, le gypse. Puis c'est un peu particulier à utiliser. Là, c'est pas évident à utiliser le gypse. Là, donc, Mais on décide d'utiliser ça. Mais on en trouve un petit peu, pas tout le temps. C'est expliqué très bien, les proportions. Je vous donne les grandes idées, là, mais à chaque fois, il faut les regarder sur le sac, ce que dit le fabricant, les quantités puis les conditions. Mais tu peux dire, je vais utiliser du gypse. Dans quelles conditions? Pour quelles raisons? Ben pour toutes les raisons qu'on vient de dire, pour rajouter du calcium, pour un meilleur agrégat du sol. Mais tu sais, si tu mets beaucoup de compost puis ton sol est bien agrégé, tu n'as pas besoin de mettre de gypse. Là, ça peut se faire, là, mais je vous donne tous les amendements pour que quand vous arriviez dans un centre de jardin, une jardinerie, vous savez de quoi on parle. Là. Mais c'est pas moi, j'ai jamais utilisé de gypse de ma vie. Là. Bon. Puis de la chaux, je n'utilise presque pas parce que je mets beaucoup de compost. Je suis très, très compost, moi. C'est une pratique qu'on vous montrait. C'est une pratique qu'on montre, puis c'est une pratique qui est utilisée. Puis quand on fait des recherches, on entend parler du gypse, je voulais vous donner un peu un portrait global des amendements. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant parce qu'il y en a qui vont accrocher. Ça me conviendrait. C'est ça. Bon, et puis le soufre granulaire. Le soufre granulaire, ça acidifie le sol à moyen et à long terme. Ça augmente l'efficacité de l'azote. Ça aide à la fabrication de certaines protéines, puis ça rend les plantes plus résistantes. Mais il faut savoir que le soufre, ça coûte aussi assez cher. Puis le soufre a un avantage, c'est que si vous avez des petits animaux, là, vous pouvez aussi entourer votre cabanon avec le soufre et ils n'aiment pas l'odeur du soufre et ils s'en vont. Là, mais peux-tu en mettre dans le jardin aussi, dans ton potager? Oui, on peut en mettre dans le potager. Pour cette raison-là? Ou on pourrait aussi mettre sur le bord des plantes, mais c'est un peu cher. Là. Moi, je l'utilise dans certains cas, mais c'est un peu cher. Mais donc, ça acidifie les sols. Donc, si vous avez un sol qui a tendance à être un petit peu acide, si vous y rajoutez du soufre granulaire, c'est un peu problématique. Par contre, si tu cultives des bleuets, ce serait bon. Ça serait bon. OK, super. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, quel bénéfice maintenant, Bertrand, est-ce qu'on peut tirer de l'utilisation des composts? D'autres bénéfices. Bon, là, on a une longue liste. Je vous dis tout de suite, il y en a beaucoup. Donc, tout ça dépend bien sûr de la matière première et des conditions de compostage. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'humus. Ce qu'on veut obtenir, c'est de l'humus qui va modifier la structure du sol. Donc, il facilite le cheminement des racines tout en le rendant plus stable. Bonifie la rétention en eau, donc réduction des arrosages. Mm-hmm. Améliore le comportement thermique, donc absorption de la chaleur et stimulation de la croissance. Plus votre sol est chaud, notamment avec toutes les plantes tropicales, tomates, poivrons et compagnie, aubergines, là, les sols chauds, et donc votre matière organique va rendre votre sol plus chaud.
OK? Donc, c'est un gros C'est un avantage. gros Là, avantage, oui. d'avoir OK. une terre qui est très, comment tu dis, humique? Humique, Oui. c'est ça, humique avec l'humidité. Supporte, alimente la microbienne, on en a parlé, donc vous avez une meilleure microbienne, une meilleure productivité. Favorise la fertilité des sols et donc la nutrition de la plante. C'est une source de nourriture pour les plantes aussi, l'humus. Donc, éléments nutritifs majeurs, plus les oligo-éléments. Mais la particularité, c'est que ça va rendre ces éléments-là tranquillement disponibles à la plante. Contrairement à un engrais soluble, Qui est synthétique, Ouais, là, on c'est va avoir un tout de effet suite, là. rapide, Mhm. mais très court. Et toute la partie qui n'est pas utilisée, ben, elle va s'en aller dans les ruisseaux, puis elle va devenir polluante. Alors que là, dans la matière organique, ça n'arrive que peu. Là. Je ne vous dirai pas jamais, là, parce que je dis jamais, là, mais il faut, c'est beaucoup, beaucoup moins. Tout est récupéré par Tout les est plantes. réutilisé, et donc il y a peu de lessivage. Il n'y a presque pas de lessivage. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup de lessivage. Ça va limiter la présence de certaines maladies, notamment avec les composts marins. T'as Il y a de la chitine. La chitine. La chitine, OK. C'est ce qui est dans la carapace des crustacés Oui. et qui empêche les maladies, OK? Qui repousse les maladies. Mais est-ce que c'est possible qu'il reste un peu d'iode aussi là-dedans? Oh, Ça doit être... Ça stérilise, je sais pas, un je petit n'ai peu. jamais vu rien à passer Non. là-dessus. Ça va aider à décomposer les résidus de pesticides ou les résidus synthétiques. Hein, donc, ça va aider à... Comme un filtre? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. On sait que ça a des potentiels. Et puis, ça diminue la possibilité pour la plante d'absorber certains matériaux lourds. On a beaucoup de problèmes des sols contaminés. Donc, Oui. avec les sols contaminés, là, en mettant de la matière organique de nombreuses fois, on va éviter la contamination. Les contaminations basses de métaux lourds, là, si c'est très, très fort, là, ça ne marchera pas. Non, mais non. Ça va aider. Mais pour un petit peu comme ça. Mais là, on arrive à un point crucial du balado. Parce qu'il est important, parce que c'est des données qui ont changé dans le temps. À quel moment on amende un jardin potager? Alors, on a longtemps suggéré d'apporter les amendements organiques à l'automne. Ben oui, on disait ça OK. dans l'ancien temps. Et puis, une récente étude qui a démontré qu'en réalité, c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a plusieurs particules qui composent le compost qui sont lessivées par les pluies et la fonte des neiges au printemps. Ça a bien du bon sens, Donc, hein? ça gèle, mais au printemps, avec la fonte des neiges, il y a une partie des éléments nutritifs, une partie des éléments de l'humus qui sont enlevés. Fait que c'est goodbye Charlie, puis tu t'es donné le trouble d'installer ça à l'automne. Donc, aujourd'hui, puis c'est une étude récente et il y a d'autres études à venir. Hein. C'est très, très récent. Là. Ça date de 2019-2020. Là. Donc, il y a encore des études qui vont le faire, mais quand on y pense, c'est logique. Et l'étude, Oui. justement, disait, on se pose la question de savoir si c'est logique, parce qu'on parle dans un contexte québécois. Hein, Oui. où là, on a des pluies qui lessivent au printemps, puis de la fonte des neiges printanière. Hein, donc, c'est particulier. Donc, on apporte des amendements organiques comme le compost, le vermicompost ou le biochar au printemps. C'est la meilleure période. L'ajout de la chaux, ça se fait au sol, se fait durant toute la belle saison. On peut le faire si on a une planche qu'on enlève, puis on va en rajouter, on peut. Mais c'est quand même recommandé à la fin de l'été, au début de l'automne, pour la chaux. La chaux, c'est différent parce qu'elle va se déplacer tranquillement dans le sol. Donc, les pluies vont les faire descendre dans le sol. Parce que la chaux, ça colle. Ça colle plus, C'est ça, hein? ça colle Ouais. plus. Le soufre, c'est une fois au printemps ou une fois à l'automne. La cendre de bois, c'est au printemps parce qu'on a vu que ça a un effet rapide. Donc, si on met ça à l'automne, il n'y a pas d'effet, c'est fini. C'est fini. Puis la tourbe de sphinx, puis le sable, on va les utiliser au moment de la préparation du sol. C'est dans ces périodes-là qu'on va l'utiliser. OK. Ça contribue à la structure. Oui, absolument. Beaucoup. OK. Absolument. Alors maintenant, les qualités, les quantités, attention, les quantités d'amendements, c'est ce que je voulais dire, à apporter. Au sol. On en met beaucoup, on n'en met pas beaucoup. C'est quoi? Alors, si on veut faire avec précision, Oui. on veut mettre, mais là, il faut faire une analyse de sol très détaillée et qui est très coûteuse. Et t'es pas pour ça. Non. Je t'ai souvent entendu le dire. C'est que pour un professionnel, ça peut valoir le coup. Il y a assez peu de laboratoires dans le monde qui le font, mais ça doit coûter cher très, aussi, très c'est précis ça. là, pour savoir quelles sont les propriétés physiques, chimiques et surtout biologiques du sol, ça coûte très cher. Donc, ce que je vous dis, c'est utiliser les recommandations des producteurs de compost plus l'appétit des plantes. Hein, jouer un petit peu avec les deux. Si les plantes aiment plutôt un sol riche, on va apporter un peu plus de compost que nous dit le producteur de compost. Les amendements minéraux, eux, avec une analyse de sol simple, ça peut servir de guide. Mais comme j'utilise presque pas d'amendements minéraux, je ne fais pas d'analyse de sol. Non, pas besoin, c'est ça. Je fais ça à l'œil. Et là, le problème, de toute façon, c'est que les résultats que vous allez escompter sont difficilement mesurables pour un jardinier amateur.
Puis d'autre part, l'efficacité dépend d'un très grand nombre de facteurs. Moi, quand j'étais à l'école d'horticulture, j'ai appris l'agriculture moderne. On mettait de l'engrais, puis on mettait de la chaux, puis on mettait ceci. Facile. Puis on essayait d'avoir un résultat. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la rhizosphère, il y a la structure, il y a la texture. Les modifications se font, il y a la température. Donc, pour un jardinier amateur, essayez pas de vous compliquer la vie, là. Mettez du compost de qualité, suivant les recommandations puis l'appétit des plantes. Puis que vous ayez 3 tomates de plus ou 3 tomates de moins, vous ne le saurez pas. Ça ne change pas grand-chose, c'est ça. Grand-chose. Mais il y a une chose, Bertrand, est-ce qu'on peut dire que les amendements dont tu nous as parlé, il n'y en a pas de danger d'en mettre trop, vraiment? Oui. Oui? Particulièrement lequel? Le compost, non. Les amendements organiques, non. Non. Les hybrides, je dirais. Le biochar, je ne sais pas parce que c'est assez nouveau au Québec. La cendre de bois, ça peut devenir problématique parce que là, on va modifier le pH du sol. Mais pour le compost normal, pour tout ce qui est minéraux, les amendements minéraux, oui, il y a des problèmes. Si on Faut en pas met mettre trop, on peut se retrouver avec des problèmes parce que... puis ça peut être pas cette année-là, mais l'année d'après ou l'année d'après. Donc, il faut quand même suivre les recommandations pour les minéraux. Pour le compost... plus ou moins, c'est pas dangereux. Là. Non, il y a eu des essais qui ont été faits, qu'on a planté directement dans le compost. Ça fonctionne, là, mais... Il faut voir aussi quel type de compost c'est. Là. C'est toujours... si on plantait dans du fumier composté pur, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de plantes qui résisteraient. Là. Donc, ça dépend toujours un peu du produit. Les concombres, les courges, puis à peu près ça. C'est à peu près tout. Oui. Bon, pour épandre, comment apporter les amendements dans le potager? Tout simplement, on les épand sur le sol et puis on va les enfouir à l'aide de la grénillette ou de la griffe de jardinage. Hein. Donc, c'est vraiment... La griffe de jardinage? La petite griffe, la contourne. Oui. Tu sais, ma petite griffe contourne que j'aime tellement. Là. Oui, debout, là. T'es debout. Là. Oui, ça va bien. Puis la grénillette, on n'a pas besoin de les incorporer en profondeur parce que c'est la rhizosphère. On travaille sur la rhizosphère. Donc, des 10-15 cm du sol, là. Donc, même 6 pouces, là. 6-8 pouces, 10 pouces. Si jamais vous voyez encore des traces de compost ou d'amendements minéraux sur dessus de votre sol, c'est pas grave, les premières pluies vont le faire descendre. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce qu'on peut planter ou semer tout de suite après avoir apporté les amendements? La mise en terre des plants, normalement, se fait sans aucun délai. OK? Pour les semis directs, donc on va semer directement en sol, comme les radis, les carottes, les choses comme ça. Les vieux jardiniers conseillent toujours de laisser passer 2 ou 3 jours entre la préparation du sol puis le semis. D'abord, il y a un tassement naturel. J'ai jamais su pourquoi. J'ai cherché... J'ai fouillé et je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand j'ai travaillé avec des vieux jardiniers là, qui avaient 60 ans de métier, puis ils disaient, on va préparer le sol, puis on va le laisser reposer 2-3 jours, puis on va revenir dans 2-3 jours. Mais ça se défend. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, mais tu sais, ils faisaient ça. Il y avait un petit peu de tassement, mais ils disaient que quand on semait sur un sol qui venait juste d'être amendé, semer, je n'ai pas dit planter, j'ai dit semer sur un sol qui venait d'être amendé, ça marchait moins. Mais ça peut glisser. J'ai jamais vérifié ça. Mais ça peut glisser. Si ça se tasse, tu mets ta semence et elle reste. Il y avait peut-être des produits, je ne sais pas. Ils disaient ça, mais je n'ai jamais vérifié. Donc, faites comme vous voulez. OK, bon, tu dis ça, mais moi, je trouvais que c'était plus stable. C'est plus stable quand tu sèmes 3 jours après ou 2 jours après. Tasser, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre du terreau à la place du compost dans un jardin potager? Pas du tout. On peut pas. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez en mettre du terreau, mais ça n'a rien à voir avec... C'est pas du tout la même chose que mettre de la terre à jardin ou du terreau, là, des terreaux préparés pour, mettons, les plantes d'intérieur ou quoi que ce soit, que des matières organiques. C'est pas du tout la même chose. La composition n'est pas la même. Le compost est un des éléments constituants du terreau, alors que le compost, c'est le principal ingrédient. La matière organique, c'est le principal ingrédient. Donc, ils n'ont pas du tout le même effet dans le sol. Et seul le compost est un véritable amendement. Ouais. Si vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau, c'est que vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau. Mais considérez pas que vous rajoutez du compost. Correct. Donc, si vous avez des plantes gourmandes, puis vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau, ben elles vont être gourmandes encore, elles vont en manquer. C'est ça. OK? Alors que si vous rajoutez du compost, c'est vraiment ça qu'elles veulent. Elles vont nourrir. Bon, grosse question. Est-ce qu'on devrait changer de type de compost d'une année sur l'autre? Ben moi, je dis que la diversité est toujours idéale. J'aime ta réponse. OK? Toujours idéale, la diversité. Le compost maison, de toute façon, lui, il n'est jamais fait de la même manière d'année en année. Suivant ce que tu consommes à la maison, c'est ça? Vous consommez d'autres choses, puis vous achetez plus de blé, de carottes une année, moins de carottes une année, donc ça fait la différence.
Et puis, changer les sources de compost commerciaux, ben, ça vous permet d'avoir, ben, si vous prenez un compost de fumier, un compost de feuilles, un compost, ça change. Et la diversité, c'est toujours bon. Bon, avec du poulet, une année de compost de poulet, puis bon, c'est ça. Bon, ben parfait. Puis en complément... Ça, pour finir, oui. On voit souvent ça sur Internet, là. Ah, bon, le meilleur compost, c'est... Non. C'est de mélanger, puis en prenant des composts différents chaque année, vous allez avoir des trucs. Et comme vous ne faites pas une grosse analyse de sol compliquée, blablabla, ça va être largement suffisant. Vous allez très bien vous débrouiller. Est-ce que c'est une nouvelle sorte de compost? Blablabla? Oui, blablabla, c'est une nouvelle sorte de compost, mais avant, dans 2160. Pas tout de suite encore. OK. Alors, en complément, les balados, parce que oui, tu l'as mentionné au début. Je l'ai mentionné au début, mais je les rappelle. Donc, nourrir la plante ou prendre soin du sol pour nourrir de la plante, c'est en complément les amendements. J'avais dit à l'époque qu'on avait fait ce balado-là qu'il y aurait quelque chose sur les amendements, donc on y revient. Et puis sur la fertilisation, et oui, c'est assez simple, donc on part des amendements, et là vous avez donc, ce que j'ai décidé de faire, on est rentré un peu plus dans le sujet. Oui. C'est un balado qui était un petit peu plus long que la moyenne, parce que justement, il y avait un sujet qui est un peu plus complexe, là, mais on était rendu là. Fait que si les gens veulent consulter, ils vont trouver dans toute la liste. C'est ça, dans toute la liste, les balados sont toujours disponibles. Alors voilà qui complète le 50e balado, Bertrand. Oui! Wow! Mais c'est intéressant, moi j'aime ça. Ils sont partis pour 50 autres? Peut-être. Ça dépend, mais ça dépend de ceux qui nous suivent. Ben oui, mais plus on va être motivé, donc. On est motivé. Oui, on l'est. Alors, on peut aller sur la page radiolégumes.com, on clique sur « Subscribe », on reste informé des parutions, parce qu'il y a aussi de l'information écrite qui complète. Puis ça, c'est vraiment, pour ceux qui sont visuels, là, des fois, ça aide. Alors, on n'hésite pas à consulter la banque de balado. Merci à Actisol, vraiment. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, merci beaucoup. Moi, je trouve ça passionnant, tout ça, parce que préparer la terre, c'est très prometteur. Tu travailles ton sol, puis tu rêves de tes récoltes. Allez jouer dans la terre, c'est le fun. Salut. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.